chasser les groupes terroristes qui étaient là. Mais le terrorisme n'est pas fini. Et les groupes vont se reconstituer, se recomposer, essayer d'agir sous de nouvelles formes, mais donc nous poser de nouveaux défis. Et nous essayons d'y faire face. Mais nous ne pourrions pas y faire face seuls, parce que ce n'est pas des menaces qui sont uniquement sur notre territoire national. Aujourd'hui, vous avez tout un corridor qui va du sud de la Libye jusqu'à notre frontière avec la Mauritanie, qui est déjà un espace vital pour ces groupes-là. Et tant que d'autres mesures ne seront pas prises pour qu'il y ait plus de développement, plus de prospérité, et réduire l'impact de l'économie criminelle qui alimente la survie de ces groupes, parce que ça fait quand même 2 ans que nous sommes dans cette situation de crise. Il faut se demander qu'est-ce qui contribue à entretenir ces groupes. Nous revenons aux activités à la primature avec le chef du gouvernement, Oumar Tatamli, qui a rencontré les partenaires techniques et financiers. Ils ont échangé sur le programme de relance de l'économie malienne au cours des 5 prochaines années. Un programme qui vise la mise en place des institutions, la reconstruction de l'école, la sécurisation des personnes et de leurs biens, ainsi que la réconciliation nationale. Objectif bien partagé par les partenaires Agali Ag Akissa. Clarifier les axes prioritaires pour le développement du Mali au cours des 5 prochaines années. C'est l'objectif de cette rencontre entre Premier ministre et partenaires techniques et financiers. Ce plan de développement donne le privilège à 4 axes. Les priorités du gouvernement ont été présentées aux partenaires techniques et financiers. Elles s'articulent autour de 4 piliers et 2 axes fondamentaux. Premier pilier, la mise en place d'institutions fortes, solides, crédibles. Deuxième pilier, la sécurisation des biens et des personnes sur l'ensemble du territoire. Troisième pilier, la reconstruction de l'école. Quatrième pilier, la réconciliation nationale. Sur ces 4 piliers, nous allons travailler à construire une économie émergente, connaissant une croissance forte, durable, inclusive, et mettre en œuvre une politique de développement social qui soit active et qui permette de faire en sorte que les Maliens, individuellement et collectivement, s'épanouissent autant que possible dans la collectivité nationale. Les 2 parties ont accordé leur violon sur ce programme. Nous nous sommes accordés sur le fait que dans la perspective d'une efficacité accrue de la défense, de la dépense publique, il convenait que nous examinions de temps à autre des indicateurs de résultats qui vont nous permettre d'assurer que sur le terrain, les ressources publiques comme les ressources de l'aide publique au développement sont bien utilisées. Nous mettrons en place un système d'information à cet effet qui nous fera remonter des indicateurs, des informations que nous analyserons. C'est un exercice extrêmement important parce que c'est nécessaire pour les partenaires techniques et financiers d'avoir un bon sens des priorités du gouvernement pour calibrer d'une manière effective les aides et les soutiens au Mali. On s'est mis d'accord qu'on va faire là un échange régulier pour bien être efficace dans notre soutien pour le Mali. Notre pays doit recevoir les jours à venir certaines personnalités dans le même cadre de développement. Les 2 parties ont mis à profit cette rencontre pour échanger sur les préparatifs de l'accueil. Nous recevons prochainement le secrétaire général des Nations Unies, le président de la Banque mondiale, le président de la BID et le président de la Banque africaine de développement. Le 5. Nous recevons le 7 les agences d'aide dans le cadre du suivi du mécanisme de Bruxelles. Nous nous sommes également concertés sur la manière dont ici sur place nous pouvons être le mieux préparés pour prendre en charge ces 2 rencontres tout à fait importantes sur l'agenda international aujourd'hui. 1,3 milliard de francs CFA, c'est le montant d'une convention signée entre le Mali et la France. La convention est relative au financement du 9e Fonds social de développement, FSD. L'enveloppe vise à soutenir les initiatives locales susceptibles d'améliorer les conditions de vie des populations. Le nouveau FSD comporte 5 axes principaux, dont l'appui au réseau de défense des droits des femmes, l'aide et la protection des enfants vulnérables. La cérémonie de signature de la convention a eu lieu cet après-midi au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'est un reportage de Bourama Traoré. De 700 millions de francs CFA en 2009
Le Fonds social de développement passe à 1,3 milliard de francs CFA en 2013. Ces fonds ont été mis en place en 1994 par la France pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du Mali. Maliens et Français viennent de conclure une convention de financement du 9e FS2. Par ce 9e FSD, le gouvernement français vient de témoigner une fois de plus sa ferme volonté de soutenir le gouvernement du Mali dans ses efforts de lutte contre la pauvreté. Le 9e Fonds social de développement couvre la période 2013-2015. L'enveloppe financière servira à développer des activités génératrices de revenus des micro-entreprises pour faciliter l'insertion socio-économique des jeunes notamment. Le nouveau Fonds social de développement sera mis en œuvre à travers 5 axes, parmi lesquels l'aide et la protection de la petite enfance et l'appui au projet des jeunes. L'épanouissement de la jeunesse, son engagement, c'est quelque chose d'indispensable pour l'équilibre sociétal du pays. Les jeunes auront encore une fois accès à ce programme dont l'objectif est de développer les démarches citoyennes. Un soutien aux activités économiques des populations d'une réserve de la faune dans le cercle de Kita. Encourager les initiatives visant à renforcer les droits des femmes et à appuyer leur promotion sociale et économique. Donc notamment toutes celles qui à un moment ou à un autre ont souffert de la négation de leurs droits durant l'occupation du nord du Mali auront bien entendu un accès privilégié à ces appuis. Par ailleurs, le 8e Fonds social de développement qui vient de s'achever a permis de financer 9 projets dont la formation et l'appui aux filles mères du centre de l'ONG Kanouya, des projets d'appui à la gouvernance locale entre autres. La MINUSMA et les 18 agences des Nations Unies ont célébré aujourd'hui le 68e anniversaire de la Journée des Nations Unies. Ça s'est passé au Parc national, entre autres activités de cette journée, exposition photo sur les actions de la MINUSMA au Mali et la visite des stands des agences des Nations Unies. C'est un reportage de Abdul Karim Kaba. Depuis 1948, le 24 octobre de chaque année est célébrée Journée des Nations Unies. Le choix de cette date a été arrêté pour marquer l'anniversaire de la création de l'Organisation mondiale en 1945 avec l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. La particularité de cette journée, c'est qu'elle est célébrée au Mali pour la première fois avec une mission des Nations Unies dans notre pays. Les Nations Unies sont ici pour le soutien de Mali, mais pour tous les Maliens, sans discrimination, sans exclusion, et en respect de la culture nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a saisi cette occasion pour saluer et remercier l'organisation pour les efforts consentis au Mali. La présente cérémonie est une occasion de plus pour le peuple du Mali et son gouvernement de réaffirmer la pleine confiance du Mali dans l'Organisation des Nations Unies. La cérémonie a pris fin par la visite des stands des agences du système des Nations Unies et l'exposition photo sur les actions de la MINUSMA au Mali. 98 250 000 francs CFA, c'est la valeur d'un lot de matériel pédagogique et scientifique que la France vient d'offrir à notre pays. Ce don est destiné au lycée des régions du Nord et s'inscrit dans le cadre de la campagne Retour à l'école, récemment lancée par le Premier ministre. La cérémonie de remise a eu lieu hier après-midi, ici à Bamako, au ministère de l'Éducation nationale. Cheikh Oumar Sangaré est allé voir pour l'actualité. Cette donation est composée de 80 ordinateurs, 20 imprimantes, 3000 manuels scolaires, un laboratoire de chimie par établissement, une centaine de tables et autant de chaises. Ces gestes de la France entrent dans le cadre de la campagne Retour à l'école lancée le lundi passé par le Premier ministre. Il est destiné au lycée des régions du Nord. Cette donation contribuera, j'en suis convaincu, à l'amélioration de la qualité des enseignements dans les lycées des régions du Nord de notre pays. Je voudrais vous rassurer quant à l'acheminement diligent du dit matériel vers les établissements bénéficiaires. Des instructions fermes seront données à nos services déconcentrés pour un usage judicieux au profit de l'école. Nous nous inscrivons dans votre programme, nous nous inscrivons dans vos objectifs. Nous ne venons pas par-dessus pour dire il faut faire ci ou il faut faire ça. On prend ce que vous nous demandez de faire et on essaie de le faire. Et surtout, c'est une philosophie de respect de vos priorités
et de respect tout simplement de votre planification. Le coût financier de ces dons de matériel pédagogique et scientifique s'élève à 98 250 000 de nos francs. Le ministre de la Santé et certains de ses collègues du gouvernement ont visité hier le chantier d'une usine chinoise Human Well Pharma Africa, ça s'appelle. C'est une usine de fabrication de produits pharmaceutiques installée à Sanakoroba avec une capacité de 1 million de seringues, de sérums, de sirops. Human Well Pharma doit travailler à respecter les normes sanitaires et environnementales. L'usine en question va employer dans les jours à venir plusieurs centaines de travailleurs. Fatmata Kone. Le Mali et la Chine entretiennent de bonnes relations de coopération, une relation qui se renforce dans tous les domaines. Coopération qui a permis l'installation d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques appelée Human Pharma Africa. Avant livraison de la licence sanitaire, le ministre de la Santé et 2 de ses collègues de l'Environnement et de l'Emploi ont visité le chantier de cette usine à Sanakoroba. Nous allons suivre ça avec rigueur et dans le cadre du partenariat entre le privé et le public. Je suis disposé à ce que mes services contribuent à donner les conseils nécessaires pendant la construction, mais la licence ne sera délivrée qu'une fois la construction terminée et les bonnes normes constatées. Human Pharma Africa doit générer de l'emploi, mais doit également respecter les normes environnementales. Il s'agit là d'une usine de fabrication de médicaments et les déchets produits dans ce cadre sont les déchets biomédicaux ou les déchets spéciaux, parce que ce ne sont pas bien incinérés et bien acheminés dans les décharges finales. Ils peuvent constituer des préoccupations essentielles pour la santé. On compte créer entre 500 et 1000 emplois, donc c'est quand même quelque chose de très important et qui cadre bien avec la vision du président de la République de créer 200 000 emplois au Mali. Ça me fait déjà un pourcentage considérable des résultats que je dois atteindre. L'usine de fabrication de produits pharmaceutiques produira au moins 1 million de sérums et de seringues par jour. Coût total de l'investissement, 30 milliards de francs CFA. Cette usine doit au moins couvrir le Mali d'abord, en même temps fournir un sérum l'Afrique occidentale et qu'il veut aussi que les autorités maliennes les soutiennent dans ce sens. La fin des travaux de l'usine Human Pharma Africa est prévue pour novembre 2014. Le ministre du Développement rural a procédé hier vendredi au lancement du projet de production sous serre de Sidibé Agro-Technique à Katibougou. Ce projet qui est exécuté par Amadou Sidibé avec l'appui du programme Compétitivité et Diversification Agricole PCDA s'étend sur 3 hectares. Nos envoyés spéciaux, Mamourou Sidibé, Karonga Konaté. Le projet de culture sous serre de Sidibé Agro-Technique que le ministre du Développement rural a inauguré s'étend sur 3 hectares. Le projet consiste à une production de cultures maraîchères équipées de systèmes d'irrigation de goutte à goutte. Nous voyons ici l'intensification de l'agriculture. Avoir une petite superficie et produire plus. La serre est un moyen de créer un climat plus favorable à la croissance des plantes. Mes ambitions pour le Mali, c'est de voir un jour 1000 hectares, 2000 hectares, 10 000 hectares de serres installées de la même façon. Des serres pleines de tomates, de concombres, de melons, afin que les Maliens puissent nourrir les Maliens. Ce projet de production qui garde le style des champs-écoles renferme plusieurs variétés dont les tomates, les concombres, les melons et les pastèques. Il a coûté 125 millions de francs CFA. La première interpellation, quand vous venez dans ce genre de réussite, visiter ce genre de réussite, c'est dire que faut-il faire pour que des dizaines de Mali, de centaines, de milliers de Maliens vraiment puissent suivre la voie ouverte par Amadou. Et je crois que c'est ça le défi, moi, que je me fais à partir de cette visite-là. Je souhaite que les services techniques qui m'accompagnent, la Direction nationale de l'agriculture, le directeur, le coordinateur du projet PCDA, tous nos autres techniciens puissent approfondir les discussions avec Amadou, pour faire d'Amadou un challenge. Le site du projet est situé à Katibougou sur la route Bamako-Kangaba. Ce projet a été réalisé avec l'appui technique et financier du programme Compétitivité et Diversification Agricole PCDA. Dans le cadre de l'impression des bulletins
de l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale, le ministre de l'administration territoriale invite les mandataires des partis politiques, groupements de partis et candidats indépendants à venir valider les maquettes des bulletins de vote. C'est prévu le lundi 28 octobre 2013 à partir de 8 heures. Et ça se passera à la direction générale de l'administration du territoire. Le ministre compte sur la bonne compréhension de tous, conclut ce communiqué. Le parti Union malienne du Rassemblement démocratique africain Faso-Djigui, UMRDA, a tenu aujourd'hui ici à Bamako sa première conférence nationale. Il s'agissait de donner un nouvel élan au parti qui d'ailleurs se porte bien, selon le président de cette formation politique. Les délégués du parti venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont apprécié le bilan des activités de l'UMRDA et projeté dans l'avenir. Adama Kodjo était présent pour l'actualité. L'Union malienne du Rassemblement démocratique africain Faso-Djigui UMRDA tient sa conférence nationale tous les 2 ans. Le soutien aux candidats du RPM à l'élection présidentielle, la consolidation de la position de l'UMRDA sur le territoire national et les différentes rencontres effectuées à l'extérieur du pays sont entre autres activités menées par le parti. La conférence qui nous réunit aujourd'hui est une instance statutaire du parti et permet au parti de procéder au remplacement des membres de la direction nationale du parti qui sont décédés ou qui ont pour une raison ou une autre quitté cette direction, et ensuite de relire et de revoir l'ensemble des stratégies du parti vis-à-vis des problèmes nationaux, internationaux. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'UMRDA se porte bien. Lors de cette conférence, les délégués du parti devront faire des propositions pour consolider les acquis de l'UMRDA. Une consolidation qui passe par l'union et l'amour du pays. Quand on s'unit, on soulève les montagnes. Il faut avoir la foi en ce pays-là. Quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez pas effacer le passé et dire que vous allez construire le présent et projeter sur l'avenir. Ce n'est pas possible. Les partis alliés se sont mobilisés pour cette conférence du parti de l'indépendance. Vous avez dit renaissance. Aujourd'hui, la demande la plus forte de la population malienne est le renouveau, le changement. Donc votre congrès s'inscrit parfaitement dans la demande sociale du Mali. Elle ne peut pas en être autrement parce que personne mieux que vous ne connaît ce peuple. À l'UMRDA, les regards sont désormais tournés vers les prochaines élections législatives prévues les 25 novembre et 15 décembre. Arrivés ce matin des premiers pèlerins de la filière gouvernementale, ils étaient 450 à bord et ils ont été accueillis par le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, Cheikh Oumar Sangaré, était à l'aéroport. Il est 1h du matin, passé de quelques 25 minutes, lorsque l'appareil du vol de la compagnie Al-Madina Nasser arrive à l'aéroport international de Bamako-Sénou. À son bord, 450 pèlerins de la filière gouvernementale. Malgré l'heure tardive, le ministre délégué en charge des affaires religieuses et du culte, accompagné des membres de son cabinet et des représentants de la maison du Hajj, est venu accueillir les pèlerins à leur descente d'avion. Il y a juste une semaine, on accueillait les premiers pèlerins de la filière privée. Aujourd'hui, ce sont les premiers de la filière gouvernementale, donc la dernière vague des pèlerins maliens. C'est une satisfaction de voir ces Maliens et ces Maliennes venir au-delà des difficultés rencontrées qui sont inhérents et qui permettent, je crois, d'être des éléments de viatique pour atteindre la purification. Pour les pèlerins, le Hajj s'est bien passé, hormis quelques difficultés. Alhamdulillah, on l'a passé vraiment avec une santé de fer. Et ça a été un tout petit peu difficile. Bon, ben, si tu mets dans la coupe réellement de la recherche, la bénédiction du bon Dieu, je pense que je pourrais dire que ça s'est très bien passé. On a fait un bon séjour, un bon pèlerinage. Bon, certes, c'est une œuvre humaine. Donc l'œuvre humaine est achetée d'incorrection. Il y a des hauts et des bas. Au plan logement, hébergement. Mais Dieu merci, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On remercie le bon Dieu. De l'aéroport, les pèlerins ont été conduits à la maison du Hajj où des parents et amis étaient sur place pour leur accueil. 2 autres vols sont attendus
aujourd'hui et demain pour le retour des restants du millier de pèlerins de la filière gouvernementale. La présidente directrice exécutive de Save the Children Canada en visite de terrain dans notre pays, précisément à Sikasso. Il s'agissait pour Patricia Herben de constater l'état de la mise en œuvre du projet ICH, amélioration de la santé dans la communauté, financé par son organisme dans le district sanitaire de Kadiolo, un projet qui vise la réduction de la mortalité néonatale et infantile. Correspondance Daouda Djakité. Première étape de cette visite de terrain, le centre de santé de référence de Kadiolo. Là, la présidente et directrice exécutive de Save the Children Canada, Patricia Herbe, et la délégation qui l'accompagne ont eu droit à une communication sur l'état de mise en œuvre du projet ICH, amélioration de la santé dans la communauté après 6 mois d'activité. Les enfants venaient dans une situation catastrophique, dans une anémie sévère. Toute la prise en charge du paludisme se fait. On fait la prise en charge de la malnutrition modérée et la malnutrition sévère. C'est des cas qui sont référés. On fait la planification familiale. On fait la communication pour le changement de comportement. À Woroni et à Nyegansoni, où la délégation s'est ensuite rendue, la mobilisation des grands jours dont on fait montre les populations illustre à suffisance la pertinence du projet. Notre visite d'aujourd'hui nous a montré que beaucoup de progrès ont été faits et ça confirme beaucoup de choses qui ont été dites sur papier. En place beaucoup de systèmes pour réduire et aussi promouvoir la prévention de la mortalité infantile néonatale. Rappelons que le projet ICH, amélioration de la santé dans la communauté, est financé par Save the Children Canada et couvre les districts sanitaires de Koutiala, Kinyan, Sikasso et Kadiolo. Nous vous l'annoncions tantôt en marge des travaux du sommet extraordinaire de la CEDEAO, travaux qui viennent donc de s'achever à Dakar. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a rencontré la communauté malienne vivant à Dakar. Et lors de cette rencontre qui s'est donc déroulée à l'université Cheikh Anta Diop, le président de la République a parlé de sa vision du Mali pour Ibrahim Boubacar Keïta. La situation à Kidal est inadmissible et insupportable et notre pays ne sera pas divisé. Nous écoutons le président de la République. Il est un fait que j'ai souligné devant mes pairs hier. La situation de Kidal devient insupportable, inadmissible, intolérable. Il n'est pas normal qu'en Kidal, pas normal qu'en Kidal, le gouverneur qui représente le chef de l'État et l'État malien soit réduit à habiter un hangar, encore qu'il y soit plus heureux que le bâtiment sénégalais que j'ai vu dans la bergerie, un hangar avec les préfets. Son seul luxe était un matelas mouche. Tous les autres avaient des nattes. C'est moi qui, étant là-bas en campagne, en demandant qu'il n'en soit pas connu, et sur le champ, donner un pécule pour que l'on aille au marché, trouver des matelas mousses pour les préfets maliens, dont je ne pensais pas que ce que la République pouvait leur offrir, malgré les difficultés, était le confort très très relatif d'une natte. Pendant ce temps, le palais du gouverneur est occupé par le MNLA qui y mène grand train. Pendant ce temps, l'antenne locale de l'ORTM est occupée par des journalistes qui ont sûrement appris leur métier sur les pentes des collines du Rwanda avant de venir au Mali, parce que cette radio n'a rien à envier à Radio 1000 collines, tant elle déverse des tombereaux de haine raciste, toute la journée. Cela n'est pas tenable. C'est simple. Vous leur me faites confiance
et je n'ai jamais manqué à un engagement. J'ai dit et je répète que ce qui se passe à Kidal, au plan social, au plan infrastructurel, n'est pas normal. C'était donc là un extrait de l'intervention du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, devant la communauté malienne de Dakar. Nous y reviendrons amplement dans nos éditions de demain, et c'est ce qui nous conduit directement à parler de la situation dans le nord du pays, à travers ce communiqué donc du Conseil national de la communauté Bella. Le Conseil national de la communauté Bella se réjouit de la tenue des États généraux de la décentralisation et des résultats auxquels ils sont parvenus. Le Conseil national de la communauté Bella est disposé à accompagner tout le processus de réconciliation en vue de retour définitif de la paix au Mali, de la poursuite des revendications en vue du repositionnement de la communauté Bella au Mali et ailleurs dans le nouvel ordre mondial. Ont signé pour la région de Kidal Ag Intazoumé Moussadiko, notable de Kidal et deuxième vice-président du CNCB, Akli Ag Tafries, notable de Kidal, Esn Ag Wayerzagan, notable de Kidal. Pour la région de Tombouctou, Mohamed Oumar Ibrahim, notable de Tombouctou et président du CNCB, Mohamed El Mouloud Ag Amada, notable de Tombouctou, porte-parole du CNCB, Assibit Ag Akado, notable de Tombouctou et expert du CNCB. Pour la région de Gao, Ismail Ag Inayawan, notable de Gao et expert du CNCB, Ahmed Mohamed Ag Mohamed, notable de Gao, Sali Ag Sidalamine, notable de Gao et expert du CNCB. Et puis cet autre communiqué émanant de la communauté Imgad du Mali qui déclare avoir écouté avec intérêt le communiqué publié le 24 octobre 2013 sur les antennes de l'ORTM par diverses communautés de la région de Kidal. La communauté Imgad du Mali se félicite de l'adhésion des dites communautés au processus de paix et de réconciliation en cours dans notre pays et entend contribuer à la réussite de ce processus dans l'intérêt exclusif de notre pays, le Mali. La communauté Imgad du Mali appelle toutes les autres composantes du Nord, sédentaires et nomades, à rejoindre et à soutenir activement les démarches en cours visant à rétablir la paix, la concorde et la cohésion intercommunautaire dans notre cher pays. Et pour ce qui la concerne, la communauté Imgad du Mali rappelle plutôt que depuis l'intégration de 1994, elle est restée fidèle à la République, cultivant en son sein les principes d'unité nationale du Mali et de respect de la démocratie. Le commandant des forces Serval au Mali, le général Foucault, a rendu visite au commandement du théâtre de l'opération Maliba à Gao. Cette visite avait pour but d'échanger avec les troupes maliennes sur la situation sécuritaire dans les régions nord et prévoir le renforcement des capacités de lutte contre le terrorisme. Boubacar Bablé, Touré, correspondance. Il s'agit pour le général Foucault, au cours de cette visite, de faire le point avec le commandement du théâtre de l'opération Maliba sur la situation sécuritaire du Nord et voir par la même occasion la mise en œuvre de nouveaux dispositifs après les derniers attentats survenus récemment dans les 3 régions septentrionales en vue de détruire les quelques poches de résistance des djihadistes. Je suis très satisfait du travail qui est fait sur le terrain actuellement et je pense que ce n'est qu'un début. Il faut continuer comme ça pour se battre contre les terroristes qui frappent, mais qui frappent surtout la population. Je crois que les premières victimes des terroristes, c'est la population. Et je crois que tous, que ce soit les FAMA, les forces Serval ou la MINUSMA, on doit se battre contre ces terroristes. La visite a aussi permis au commandant du théâtre Maliba d'informer l'hôte du jour sur la situation logistique de la zone et le déploiement d'éventuelles forces dans les jours prochains sur les territoires non encore occupés par nos troupes. Ensemble, nous avons fait le tour de la situation sécuritaire au nord du Mali. Nous avons passé en revue
le point de coopération entre les FAMA et la force Serval. Et nous avons fini par parler de l'opération Hydre en cours dans le Gourma, où nous avons les trois forces, les FAMA, l'aménagement et la force Serval qui nettoie le Gourma. Cette visite intervient à quelques semaines des élections législatives que notre pays s'apprête à organiser dans les bonnes conditions sécuritaires. 30 millions de francs CFA, le coût du projet de restauration d'urgence de la productivité agricole des ménages vulnérables affectés par la crise dans le lac Oro. Nous sommes en 6e région, financé par le PAOSC 2. Et ce projet adopte comme stratégie la mise en place au niveau des villages touchés d'un comité chargé d'accompagner le processus d'identification des bénéficiaires. Yaya Tandina. Du matériel et des intrants agricoles pour contribuer à la restauration d'urgence de la productivité agricole de 1000 ménages dans le lac Oro à Tonka. Ce programme sera exécuté par l'ONG Groupe Solidarité Sahel GSS et son partenaire financier, le programme d'appui aux organisations et associations de la société civile PAOS 2. La cérémonie de lancement a eu lieu à Tonka dans le cercle de Gundam. Il s'agit pour l'ONG Groupe Solidarité Sahel de mettre à la disposition de ces ménages vulnérables des semences maraîchères, des intrants agricoles et du petit matériel de maraîchage pour tout cela appuyé par une formation et un encadrement de proximité pour les permettre de mieux produire afin de bien vendre et de bien consommer. Pour une durée de 12 mois, l'enveloppe financière avoisine les 30 millions de francs CFA. Les bénéficiaires s'en réjouissent. Je profite ici à l'occasion pour saluer et remercier l'ONG Groupe Solidarité Sahel, GSS, les partenaires financiers, l'Union européenne. Nous, les femmes de Tonka, malgré les difficultés qu'on a traversées, aujourd'hui nous sommes satisfaites et nous chercherons à l'ONG et d'autres ONG à fournir plus d'efforts que les passés. Les autorités administratives ont réitéré leur soutien sans réserve pour l'atteinte des objectifs. Ainsi, 14 villages de la commune rurale de Tonka seront concernés par cette assistance. En 5e région, c'est l'UNICEF qui vient de doter 56 centres de santé communautaires en matériel roulant d'une valeur de 95 millions de francs CFA. Cette action vise à soutenir les activités de stratégie avancée de supervision des agents de santé communautaire. La cérémonie de remise des engins s'est déroulée à la direction régionale de la santé de Mopti, correspondance Yacouba Maïga. Les 56 motos offertes par l'UNICEF sont destinées aux centres de santé communautaires des districts sanitaires de Mopti, Bandiagara, Bankas, Kourou, Tenenkou et Djenné. Elles ont coûté à l'UNICEF la bagatelle de 95 millions de francs CFA. Ces motos vont aider les chefs de centre et les agents de santé au niveau des centres de santé à aller dans les villages les plus éloignés, à aller dans les villages où on ne peut pas y accéder à pied et rapidement pour offrir ces services de base aux enfants et aux femmes enceintes dans les différents villages. Les autorités administratives et sanitaires, les bénéficiaires, tous comblés par ces gestes, ont donné l'assurance de faire bon usage de ces engins. Je ne peux qu'exprimer toute ma satisfaction par ces gestes que l'UNICEF vient de faire envers les centres de santé communautaires qui sont en partie confrontés à des problèmes de logistique pour assurer les activités de vaccination en stratégie avancée. Il s'agit pour vous de tenir à l'observation stricte des mesures réglementaires relatives à l'utilisation de la moto pour le bien-être des populations et en particulier celui des femmes et des enfants. Cette dotation de l'UNICEF vient s'ajouter à d'autres actions allant toujours dans le sens du renforcement de l'accessibilité des populations aux soins de santé de qualité. On va parler maintenant culture avec l'ouverture cette nuit au siège de l'association Danko Seko de la 10e édition du festival Danse Bamako Danse à Maniambougou. La manifestation réunit cette année une centaine de festivaliers. Ils viennent d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes. La particularité de ce rendez-vous 2013, c'est bien toutes les représentations qui se passeront en plein air et dans les rues à travers la ville de Bamako. L'événement a pour objectif de stimuler et surtout de promouvoir la créativité contemporaine des jeunes danseurs du Mali et du continent africain. La cérémonie était présidée par le ministre de la Culture, Bruno Maïga. Le reportage est signé M. Culture de la rédaction. Maudit, bonne soirée.
Soutenu par le ministère de la Culture du Mali, le Festival international de danse contemporaine dénommé Danse Bamako Danse est inscrit dans l'agenda culturel de notre pays depuis sa création en 2003. Et au fil des années, cette manifestation est devenue un événement chorégraphique majeur du continent. Véritable espace d'échange et de rencontre entre artistes et public. Danse Bamako Danse est un rendez-vous qui favorise les croisements entre divers artistes de la démarche contemporaine. Et l'innovation majeure de cette 10e édition est que tous les spectacles auront pour cadre des espaces ouverts. L'édition est particulière parce qu'elle se passe dans le quartier de Dorgo-Seko. Donc elle est face au canot, au milieu de la rue. On est dans la rue de l'hôtel Colibri avec le plateau central installé. Donc c'est une première pour le festival. Ça fait longtemps que je rêve de ça. Durant une semaine, des danseurs chorégraphes, des professionnels de l'art contemporain venant de divers horizons investiront les coins et les coins de la capitale. Plusieurs activités sont prévues cette année pour donner un éclat particulier à la manifestation, notamment des ateliers chorégraphiques en faveur des jeunes danseurs, des spectacles menés par des artistes internationaux et des plateaux de danse, ce qui fait justement de ces festivals un espace de communion qui allie en même temps tradition et modernité. Souscrivons à la présente édition dans un esprit de Mali retrouvé. Un Mali qui retrouve progressivement la paix et qui s'ouvre de plus en plus aux manifestations artistiques et culturelles qui ont toujours caractérisé le paysage malien. Danse Bamako Danse est un événement de proximité et s'engage à toucher de près ou de loin la population de notre capitale en développant des ancrages dans le quartier hôte. Et vous avez jusqu'au 3 novembre prochain pour assister aux différentes performances des danseurs, chorégraphes et autres représentations de ces festivals où la créativité prendra de plus en plus sa place et laissera des traces. Tout à fait, Modibo. Soirée, si vous avez raté la cérémonie d'ouverture, vous avez pas raté grand-chose puisque vous avez rendez-vous avec Danse Bamako Danse dans les rues de la ville et c'est jusqu'au 3 novembre, comme l'a dit tout à l'heure Modibo. Soirée. Maintenant, le sport, on va en parler avec l'Assemblée générale de la zone 2 des comités nationaux olympiques d'Afrique qui s'est tenue aujourd'hui même à l'hôtel Massalé. Il s'agissait de mettre en place un bureau pour booster le niveau du sport dans la sous-région. Khalifa Nama Traoré, lui, était présent pour moi l'actualité. La zone 2 de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique connaît depuis quelques années des difficultés énormes à cause du manque de compétition et quelques dysfonctionnements au niveau de son organisation. L'Assemblée générale de Bamako se doit de redynamiser le sport au niveau des 8 pays qui la composent, à savoir le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Sénégal, la Sierra Leone, la Mauritanie et le Mali. Notre zone, pendant presque 4 ans, donc, a vécu dans une léthargie totale. Les chantiers en fait sont énormes parce que, comme vous le savez, il y a en fait en perspective beaucoup de compétitions au niveau international, surtout donc au niveau olympique. C'est pourquoi au niveau de la zone, nous allons discuter tout de suite donc du programme de ces 4 prochaines années pour quand même essayer de booster un peu le sport olympique au niveau de notre zone, dans la mesure où nous voulons beaucoup plus travailler au niveau de nos petites catégories. Élu en juillet dernier à la tête de l'instance zonale, le président du comité national olympique et sportif du Mali entend bien apporter sa touche à la renaissance de la zone 2. La rencontre de Bamako doit en effet poser les bases concrètes de la relance de notre organisation. Nous devons adopter un programme d'activité réaliste qui sera conduit de façon progressive. Je suis persuadé que nous nous engagerons tous à la réalisation des activités ciblées. Au sujet du transfert du siège à Bamako, je suis heureux de vous annoncer que lors de l'audience que le ministre de la Jeunesse et des Sports du Mali nous a accordé, l'engagement du Mali à soutenir notre institution a été fortement exprimé. C'est pour moi le lieu de vous remercier pour la confiance placée en mon pays et je voudrais vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour conduire à bon port notre bateau.
La réunion de Bamako a fait une distribution des tâches. Ainsi, la vice-présidence est revenue à la Gambie. Le Sénégal occupe le secrétariat général. Mohamed Oumar Traoré est désigné, lui, trésorier général. Merci Khalifa Nama Traoré. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Mais l'info continue sur ortm.ml. Demain, dans Actu Hebdo, à partir de 12h, nous avons sur notre plateau le président du Haut Conseil des collectivités, Oumarou Ag Ibrahim, et Madame Bello Rokia, initiatrice du CIEFOR. Deux invités, deux sujets, les États généraux de la décentralisation et le 5e salon de l'emploi et de la formation. Pour le journal de 13h, Mohamed Touré sera sur le plateau et pour l'édition de 20h, Inch'Allah, je serai là. C'est avec plaisir. Merci. Bon week-end.